la vraie Brigitte est décédée. Et même si elle a fait une transition, après tout, c'est pas un crime, elle a le droit. Moi, ce que tu n'aimes pas, c'est les mensonges. Quand est-ce qu'elle va nous aider, hein, au lieu d'être entourée par tous les de Paris? Là, il y a un problème. Ces temps-ci, la journaliste américaine Candace Owens a, disons-le, remédiatisé l'affaire Brigitte Macron, hein, les fameuses rumeurs que Brigitte ne serait pas Brigitte, mais Jean-Michel Trogneux, son propre frère, inconnu du grand public. Ça dériverait donc potentiellement sur un mensonge d'État, ce qui interpelle de plus en plus les Français et notamment les médias alternatifs, comme ma chaîne ou d'autres. Cette histoire a d'abord été lancée par Natacha Ray, qui a subi de très grosses pressions, puis par évidemment l'excellent Xavier Poussard, anciennement rédacteur de Faits et Documents, qui a fait un travail d'archives juste dingue. Alexandra, si votre nom résonne dans cette histoire, ce n'est pas pour rien. Vous nous révélez dans différentes interviews et prises de parole que lors de votre transition, vous avez eu l'aide de la mère d'Emmanuel Macron, Françoise Noguès Macron, qui était employée à l'assurance maladie, chargée d'aider les personnes transgenres, chose que les médias n'ont jamais révélée. Donc c'est un petit peu le préambule, le premier sujet de cette interview, c'est le rôle de la mère d'Emmanuel Macron dans votre transition et surtout, est-ce qu'il y a un lien avec Brigitte Macron? Et puis je vous salue au passage puisque on démarre l'émission. Merci Kentra, je suis absolument enchantée de faire votre connaissance parce que je trouve que vous êtes un journaliste tout à fait talentueux, que tout ce que vous faites est sourcé et avec beaucoup de courtoisie, ce qui ne gâche rien. Alors, pour vous répondre, déjà moi, pour être très précis, je n'ai jamais fait de transition puisque je suis née, j'ai été conçue, je suis venue au monde avec une pathologie extrêmement difficile et lourde qui est le pseudo-hermaphrodisme progénital. C'est ça. C'est-à-dire que je suis née avec les deux sexes, des éléments des deux sexes au niveau génital et une inversion chromosomique. Donc, tous les enfants comme moi étaient pris en charge par l'État français, ce qui est une chance énorme parce qu'il y a beaucoup de pays du monde où il n'y a rien du tout de prévu. Et les parents sont dans la tourmente, obligés de fuir, d'aller je ne sais où à l'étranger. Nous, il y avait donc ce protocole d'État et qui était sous la responsabilité de la médecin conseil national, donc le docteur Françoise Macron à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Noguès, et qui était chargé de faire le lien avec la médecine départementale, la médecine voire au niveau municipal, excusez-moi, pour qu'il y ait un suivi au niveau des subventions quand elles étaient accordées, ce qui n'a pas été mon cas. Voilà. Alors, deuxième chose, Françoise Macron n'a jamais suivi les transgenres puisque ça n'existait pas. Okay. À mon époque, il n'y avait donc pas. Ça, c'est une fake news, quoi. C'est-à-dire qu'on se trompe de mots. Aujourd'hui, les transgenres, ce qu'on appelle transgenres, à l'époque, à mon époque en tout cas, on appelait ça des transsexuels secondaires. Les transsexuels secondaires, ce sont par exemple des messieurs qui ont toutes leurs fonctionnalités et qui sont capables d'avoir épousé une femme, de l'avoir fécondée, d'être père de famille, un peu comme ma copine Caitlyn Jenner aux États-Unis. Voilà. Et puis un jour, ils décident que finalement, ils se rendent compte qu'ils sont mieux sous l'identité inverse. Alors, ils vont jusqu'au bout des choses ou pas, ça les regarde. Et à cette époque-là, Françoise Macron les refusait tous systématiquement parce qu'elle estimait que ces personnes-là n'avaient aucune pathologie de naissance, qu'ils avaient été capables de mener à bien une existence conventionnelle et qu'il n'était pas question, parce qu'ils avaient dès lors, je dirais, une problématique psychiatrique ou psychanalytique, de démonter des familles et de détruire des épouses et des enfants. Parce que, évidemment, ce genre de choses a des conséquences terribles. On en parlera pour le cas de la famille Osière et de Brigitte Macron. Ce changement de rôle peut avoir un effet dévastateur sur les enfants. À mon époque, il n'y avait pas de transgenre, on ne parlait pas. C'est très nouveau, vous savez. Là, on a fait une espèce de panier de linge sale, excusez-moi pour le linge sale, où on met tout le monde dedans. Et alors, on mélange tout. Il y a d'un côté des gens qui ont des pathologies lourdes, comme moi, ce fut mon cas, et de l'autre côté, des transgenres. Ce qu'on appelle le transgenre, c'est bien évidemment une personne qui vit avec une biologie A et avec une apparence et un comportement social B. Mais les transgenres ne vont jamais aux opérations. Pas du tout. Donc vous voyez, ça n'a strictement rien à voir avec moi. Et ces gens-là s'engouffrent derrière nous, et c'est pour ça que je suis en guerre avec Elisabeth Borne, par exemple,
parce qu'elle veut absolument parler d'intersexualisme de mon cas aux écoles, ce qui est complètement ridicule, n'a aucun sens. Les enfants ne sont pas en mesure de comprendre ça. Et tout le monde s'engouffre derrière pour essayer de cautionner, de légitimer le fait qu'il y aurait peut-être un troisième sexe. Or, il n'y a pas de troisième sexe. Les personnes qui naissent, comme moi, avec des confusions et des désordres génétiques et qui ont besoin de l'aide de la médecine et de la chirurgie. Mais moi, j'ai toujours été avec un genre, ce qu'on appelle ça un genre aujourd'hui absolument majoritaire à 99%, c'est le féminin. Et puis, il y avait ce petit micro-pénis traversé par le recte qui était placé à la place de mon clitoris, dans ma vulve, puisque j'avais en plus, naturellement, une entrée vaginale, mais obturée par toutes sortes de tissus. À cause de ce petit appendice urinaire, on a dit que j'étais un garçon, ce qui n'était pas du tout le cas. Et à l'intérieur, je rappelle que j'avais un ovaire qui produisait des oestrogènes, et l'autre gonade, puisque les gonades, c'est soit des testicules adénaux, soit des ovaires, l'autre gonade était non fonctionnelle et morte, elle n'était rien du tout. Voilà. Donc Ce on sont peut, des on peut pathologies. rompre tout lien entre la mère d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ah ça, je ne sais pas. Moi, je sais que Françoise Macron-Noguès, je l'ai rencontrée et elle m'a dit qu'elle n'avait aucune sympathie pour sa belle-fille. Et croyez-moi, Françoise Macron, c'est une personne extrêmement dure, carrée. C'est un peu une dame dragon, hein, comme ça. En tout cas, à l'ancienne, hein, une femme de la haute bourgeoisie, extrêmement stricte sur son éducation, etc. Et effectivement, elle et Jean-Michel Macron ont tout fait pour séparer cette dame à l'époque Osière de leur fils qui était mineur. Et puis après, ils se sont retrouvés. Lui était en état de majorité, il a voulu refaire sa vie avec elle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les parents, ils n'étaient pas forcément, ils ne sautaient pas de joie, sachant déjà qu'il n'aurait pas de petits-enfants, par exemple. Ils ne sautaient pas de joie, mais bon, après, le garçon était majeur, il faisait un peu ce qu'il voulait de sa vie. Enfin bon, j'essaye de temporer. C'est ça, oui, parce qu'en plus, on voit que dans le CV de Macron, il y a un gros trou au niveau familial, qu'il a vécu longtemps avec sa grand-mère, qu'il a été très loin, enfin, pendant un moment éloigné de ses parents. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, effectivement, peut-être qu'il y avait un lien. C'est la théorie que j'avais abordée dans ma vidéo que vous avez vue, où je dis qu'effectivement, peut-être que la mère de Macron a eu des liens avec Brigitte fut un temps, et qu'après, peut-être, par la suite, elle l'a mal digéré, le fait qu'elle sorte avec le fils. C'est justement ça, c'est l'inverse. Françoise Macron a toujours été totalement hostile à cette relation. Et donc, ils ont mis le petit Emmanuel chez sa grand-mère pour essayer de l'éloigner de Madame Osière. Voilà. Et d'ailleurs, et après, il est parti aux États-Unis, si je ne me trompe pas, faire des études, je ne sais même plus de quoi, excusez-moi, je ne sais même pas s'il n'est pas un peu énarque, Emmanuel Macron. Oui, je crois qu'il est énarque. Énarque, c'est ça. Pour l'éloigner, et il avait refait sa vie avec une autre femme, d'ailleurs, avant. Hein. Son nom m'échappe. Et quand il est revenu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors justement, vous avez parlé de la famille Osière. Dans une vidéo, j'avais entendu parler que vous aviez eu comme voisine une des filles de Brigitte. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, par exemple, les gens doivent savoir, je suis infirmière en soins palliatifs. Je m'occupe des personnes en fin de vie à leur maison. Et évidemment, je suis dans une municipalité où il y a beaucoup de personnes retraitées, âgées, de haut standing. Donc, les enfants ne mettent jamais leur maman, par exemple, à l'EHPAD, mais les gardent à domicile et font appel à des infirmières libérales. Et moi, je suis en contact avec toutes sortes de médecins, des gériatres, des cancérologues et des cardiologues. Et Laurence Osière a été cardiologue à Saint-Mandé pendant 15 ans. Donc, évidemment, moi, je la voyais pour discuter des fois du cas de Madame Untel, ou simplement pour bavarder comme deux voisines. Et Laurence, un jour, me dit comme ça, tu sais, moi, je suis démolie parce qu'on fait subir à notre mère. Je sais que tu fais des fois des interviews, est-ce que tu peux dire un mot? Je dis, ok, je vais faire ça. Et je l'ai fait dans l'émission de Madame Moutot et Madame Stern. Et là, le ciel m'est tombé dessus. Alors que j'ai simplement dit que c'était une mère de famille qui ne comprenait pas pourquoi on se servait de nos pathologies à nous pour faire de l'humiliation ou du mépris, ou en tout cas brutaliser quelqu'un. Parce que ce n'est pas des sujets amusants, en fait. Hein. Vous savez, moi, ça a été très difficile pour moi. Et puis alors, j'ai revu Laurence, je lui ai dit, je te remercie beaucoup. Est-ce que ta maman a toujours été ta maman? Elle m'a dit, écoute, ma maman a toujours joué le rôle de mère et s'est toujours occupée de nous en qualité de mère. Le reste, ça ne regarde personne. Et après, j'ai réfléchi. Et vous savez, je vous disais, j'étais très amie avec Catherine Jenner aux États-Unis.
Et j'en ai parlé à Catherine. Et Catherine m'a dit, mais ça a été une des raisons pourquoi j'ai reculé pendant des années, parce que je ne savais pas comment mes enfants allaient recevoir cette implication. Et c'est très délicat à eux de pouvoir appréhender leur papa qui est devenu une maman déjà au niveau de Oui, l'apparence. oui, c'est Ça peut sûr. créer des traumatismes graves. Et c'est ça qui l'avait fait reculer à l'époque. Je suppose que c'est pareil pour Laurence. Et que Laurence, ayant été élevée par une référente maternelle qui était donc Brigitte Rosière, Oui, euh, ne peut pas parler autrement d'elle. Vous savez, j'essaye de me mettre à la place de l'enfant. oui, Donc, mais Laurence n'est absolument pas une personne, comment dire, c'est une personne extrêmement honnête, intègre, un médecin cardiologue de grandes compétences. oui, C'est pas du tout le genre. Et j'ai vu qu'elle était totalement sincère oui. et qu'elle était même elle-même dépassée par tout ça d'ailleurs. Oui, c'est sûr que c'est quand même assez délicat. Et justement, on avait parlé au téléphone, vous m'aviez dit que vous trouviez la manière de se sociabiliser, d'être en public. Brigitte était assez étrange. Elle avait un comportement assez, pas très féminin, disons. Moi, j'ai aucune sympathie pour Brigitte Macron. Je la trouve absolument pas bienveillante. Euh, Elle est dans l'apparence, dans le paraître, dans la biologie, dans les paillettes. Elle dépense un argent, c'est du jamais vu, ça n'a jamais vu à la tête de l'État français. C'est clair. Même mon amie Carla Bruni, qui elle était évidemment une femme d'abord d'une grande beauté et qui peut-être était plus amenée à avoir de jolies toilettes, etc., n'a jamais dépensé le dixième de ce que dépense Madame Macron. On en est à 900 000 euros par an. Alors, excusez-moi, je veux dire, Oui, c'est pas elle qui a été élue président de la République. oui, Le statut de première dame n'existe pas en France. Et moi, j'ai le souvenir, c'est la conception que j'ai d'une femme de président. Je me souviens de Mademoiselle Chautron-Pourcel, donc Madame Chirac, qui a fait tellement de choses avec Claude Chirac, sa fille, s'occuper des enfants qui avaient des troubles alimentaires, faire construire à l'hôpital Cochin un centre pour aider les enfants donc anorexiques, puisque elle-même avait une fille qui s'appelait Laurence qui était mourante à cause de ça. Elle s'occupait des femmes battues, elle s'occupait de tout le monde. Mais moi, pour moi, c'est ça le rôle d'une première dame. Elle doit aller à l'écoute et au-devant des Françaises, des Français qui souffrent. Mais Madame Macron, qu'est-ce qu'elle fait, excusez-moi, à part se dandiner sur de la techno au milieu de tout le monde. C'est ça le rôle d'une première dame. À son âge, elle n'a pas autre oui, chose à faire. oui, oui. Moi, je suis Non, peut-être c'est vrai, c'est méchante, mais vrai. vous savez moi, j'ai 61 ans, hein, je ne suis donc pas non plus toute jeune. Euh, et je trouve elle a un comportement totalement indécent. Oui. Ça, je le dis bien fort et c'est mon opinion à moi. C'est vrai que c'est bizarre, notamment là vous avez cité un chiffre qu'elle dépense par année. C'est vrai que ça avait été émis justement par Monsieur Poussard de Fait et Documents qui avait dit qu'effectivement le fric qu'elle dépense, est-ce que ça cacherait pas derrière en fait un budget peut-être un budget pour de l'esthétisme ou justement peut-être pour cacher le fait que en vieillissant elle ressemble de plus en plus à un homme. Justement, je voulais dériver aussi sur votre rencontre avec le chirurgien de Brigitte, Patrick Buy, qui s'est vu remettre la Légion d'honneur, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années. Alors là, c'est un Oui, nouvel élément dans le dossier. Vous qui l'avez rencontré, est-ce que vous avez parlé de Brigitte avec lui? alors, Patrick Bouy, moi, je l'avais consulté moi-même dans mon parcours, Oui, alors qu'il n'y avait aucune prise en charge possible, pour éventuellement m'aider à me féminiser le visage. Et quand il m'a vu, il m'a dit, excusez-moi, mais vous avez besoin de rien du tout, vous êtes très bien naturellement, vous êtes crédible, en tout cas crédible au niveau féminin. Vous vous arrangez, ça ferait que réattirer peut-être le regard de personnes qui diraient, mais c'est bizarre, celle-là, elle est tellement retapée. ça Il m'a émettrait dit, des soupçons. Ouais. voilà. Et donc, je l'ai revu avec donc mon ami qui est mon frère, hein, Vincent Naldoum. On était au défilé de sa sœur, Ouais. Barbara Bouy, et je le vois. Je dis, mais cher docteur, je trouve que, le travail que vous avez fait sur la première dame est très bien réussi. Et moi, qui suis un peu nature aux pommes, comme ça, je lui dis, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire des féminisations globales sur les femmes. Bah, il me dit, mais ma chère, réfléchissez donc un peu. Pourquoi voulez-vous féminiser une femme? Puisqu'elle est née femme, il n'y a pas besoin. Ah ben oui, j'ai dit, c'est vrai. Il me dit, réfléchissez donc. Et donc, moi, j'en ai conclu que Brigitte Macron n'était peut-être pas forcément une femme à la base. Ah mais oui, Et parce que qu'effectivement, il vous a dit voilà, qu'il n'y avait pas besoin de féminiser le visage d'une femme, mais on a appris par Mimi Marchand dans Closer qu'elle s'était faite refaite le visage. elle a eu une féminisation globale.
Alors, je ne sais pas si elle est allée jusqu'à la restructuration osseuse de la boîte crânienne, parce que c'est ça, en fait. Ah On oui, c'est louche, remodèle. ça. C'est pas que c'est louche, c'est que le médecin, d'ailleurs, m'a un peu rabroué en disant, bah, réfléchissez donc. Pourquoi voulez-vous féminiser une femme? Et effectivement, c'est complètement idiot, puisqu'une femme, elle est née femme, il n'y a absolument pas besoin de la féminiser. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, c'est pas lui qui me l'a dit, hein. C'est moi qui ai réfléchi. Je me suis dit, Oui. ah, peut-être effectivement que Brigitte Macron n'était pas forcément à la base une dame et qu'elle l'est devenue. Bon, voilà, c'est tout. Après j'ai envie de vous dire, Brigitte Macron a le droit de se faire opérer. Hein. Oui, oui, bien sûr. Pour Patrick Louis, c'est une vitrine exceptionnelle d'avoir pu aider la première dame, on va dire ça comme ça, à être plus avenante. Et même si elle a fait une transition, après tout, c'est pas un crime, elle a le droit. Oui, bien Moi, sûr. Oui, oui. moi, ce que je n'aime pas, c'est les mensonges autour de ça. Elle a quand même la responsabilité du peuple français. Il faudrait peut-être qu'elle se fasse un jour, qu'elle se mette au travail, Madame Brigitte Macron. Il y a tellement de gens qui souffrent, là, le peuple français souffre, la qui explose de partout. Quand est-ce qu'elle va nous aider, Ouais. hein, au lieu d'être entourée par tous les de Paris? Là, il y a un Oh, problème. Pour moi, on c'est en ça le parlera problème. d'ailleurs, on en parlera. Mais d'ailleurs, vous savez, moi j'avais fait un micro-trottoir à Paris une fois, j'étais monté à Paris, j'avais fait un micro-trottoir et j'avais justement demandé à des jeunes, j'avais dit, est-ce qu'il y a cette rumeur à propos de Brigitte Macron, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vrai que la plupart des gens me disaient constamment, ben on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent, ceci, cela. En fait, c'était pas le fait que Macron sortirait probablement avec un travesti ou quoi que ce soit, hein, toutes les affabulations possibles. Là où c'est dérangeant, et je trouve que les gens ne soulignent pas assez ce point, c'est que si cette histoire s'avère vraie, Macron, qui en avait 14, qui avait 14 ans, aurait été probablement détourné par un monsieur de 40 ans quand même. Et non pas une jeune dame, prof de théâtre de 35 ans. Là, ça change tout. Surtout, là, on comprendrait maintenant la cérémonie des JO, pourquoi il y a eu des transsexuels à l'Élysée qui dansaient. Enfin, ça expliquerait beaucoup de décisions d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Alors déjà, il faut absolument faire attention à ça. Il n'y a jamais eu de transsexuel à l'Élysée, il y a eu des travestis. Enfin, il faut Oui, arrêter excusez-moi du terme. d'utiliser Vous avez toutes raison. mes consoeurs d'infortune qui sont soignées pour transsexualisme. Et d'ailleurs, on parlera après. J'ai été obligé de rabrouer Natacha Ray. Je lui ai dit, comment tu peux te permettre d'utiliser l'image de consoeurs à moi qui sont décédées pour leur prêter les traits de Brigitte Macron jeune, dire qu'elle faisait ci, qu'elle faisait ça. C'est faux. Même le propre avocat de Brigitte Macron, qui s'appelle Jean Enoki, m'a demandé d'identifier la personne sur des photos en disant, est-ce que tout le monde dit que c'est Madame Macron jaune, mais je ne dis pas du tout, c'est Edwige Bellemare, ma copine qui était physionomiste au Palace à l'époque, à la boîte de nuit au Palace, qui était une institution européenne de la nuit Ouais. et qui était une transsexuelle. Je dis, on ne peut pas continuer à souiller l'image et la mémoire de personnes décédées. Mais c'est pas possible de faire ça. Alors ensuite, on a dit que Brigitte Macron, qui à l'époque s'appelait je ne sais plus comment, travaillait pour Madame Claude avec ma copine Kim Marlowe, Alexandra Giraud. Mais excusez-moi bien, Alexandra Giraud, Kim Marlowe était la plus belle transsexuelle d'Europe. Elle faisait elle avait des boîtes de nuit comme la 5e avenue qui lui faisaient des soirées entières pour elle. Elle n'a jamais fait ça. Elle était mariée avec le fils de Patachou, Pierre Billon, et elle avait une vie heureuse. Elle est morte dans des circonstances dramatiques du sida, la pauvre. Bon. Ah, ouais. C'était une époque où tout le monde partait comme ça. Mais Oui. on ne peut pas salir l'image d'Alexandra Giraud. On ne peut pas non plus dire que Zaza Dior, qui était un travesti, qui était un peu la coqueluche, je dirais, la petite mascotte de tout Paris, qui animait, etc., qui faisait un petit peu comme vous, des petites radios, des petites vidéos, etc. Zaza Dior est morte. Hein. Puis alors maintenant, c'est Fétiche du Carrousel de Paris ou de Madame Arthur. Mais Fétiche était une transsexuelle extrêmement talentueuse qui a fait une carrière et toute la troupe du Carrousel, Galia, Coccinelle, Pépi d'Oslo, vous m'avez compris qu'elle est devenue Amanda Lear, je le dis bien clairement. Toutes ces personnes-là avaient du talent. Qu'est-ce qu'elle a comme talent, Madame Macron? Elle ne sait même pas marcher. Vous imaginez qu'elle ait fait 20 ans de carrière sur scène à l'européenne et à l'internationale? Non, mais vous plaisantez pas un peu, non? Alors, elle est bien gentille, mais moi, je trouve que d'attirer, je dirais, des regards péjoratifs sur notre communauté, même si moi, je ne parle pas de communauté, en tout cas, toutes les personnes comme moi qui ont un parcours très difficile à l'époque, c'est pas très gentil de leur part. Et c'est même, je pense, indécent. Oui, tout à Donc fait. voilà. Pour en revenir à Brigitte Macron, il y a 3 solutions.
soit c'est une femme biologique et tout le monde s'est trompé et tout le monde devra faire allégeance et probablement donner des dommages. Je serai le premier Soit, à m'excuser, hein. voilà. Soit c'est une personne qui a fait une transition. Et donc, si elle a fait une transition, à l'époque, elle n'a pas pu se marier en qualité de femme. Ça n'était pas possible. Elle n'a pas pu mettre au monde 3 enfants, puisque, ayant fait une transition, elle n'a pas de fonction procréatrice et d'utérus. Et il doit rester ce qui s'appelle, à l'état civil français, c'est obligatoire, l'acte de naissance intégral avec les mentions marginales. Dans les mentions marginales est stipulée la date de la mise en conformité génitale globale et la date de la décision de l'État français qui donne ordre aux institutions de se conformer à votre sexe génital concret, ce jour-là, féminin, et donc de vous mettre vos prénoms et la mention sexuelle en conformité. Mais tout ça, c'est obligatoire. Oui. Elle n'a pas pu déroger, c'est pas vrai. Donc, et la troisième possibilité, c'est que c'est une femme transgenre. C'est-à-dire toujours biologiquement A, et B, elle a le rôle social et l'apparence de B. Ce serait une usurpation d'identité, en fait. Automatiquement, il y a une usurpation d'identité. Ouais. Vous Mais alors, imaginez que... où est la vraie Brigitte? Parce que si c'est Jean-Michel Trogneux, son frère, qui est Brigitte, la véritable Brigitte aurait probablement disparu. Vous voyez? Si j'en crois ce que dit Xavier Boussard, ce qu'il m'a expliqué, la vraie Brigitte est décédée. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Moi, c'est tout ce qu'il m'a dit parce qu'il n'est pas très éloquent comme ça. Mais, et donc, elle aurait pris l'identité de sa propre sœur, je crois, ou d'une nièce, je ne sais pas quoi, pour exister en tant que femme. C'est flippant. Disons que c'était pas du tout correct. Ah ouais. Si ces faits sont avérés et prouvés, et hier, vous voyez, j'ai dîné avec, comment il s'appelle, Christian Cottard, peut-être, oui. une des personnes qui a fait une plainte auprès des doyens de juges d'instruction contre Mme Macron avec un groupe d'avocats pour toutes sortes de faits. Et je lui dis, vous savez, Christian, il y a une procédure qui est en route. Il faut faire très attention parce que la partie adverse peut dire, vous voyez, on s'acharne sur moi, on cherche à manipuler les foules, on cherche à faire de l'ingérence dans les affaires judiciaires. Et je lui dis, là maintenant, il y a une affaire qui a été accréditée par le doyen des juges d'instruction, elle va avoir lieu, le procès va avoir lieu, donc il faut faire attention à ne pas émettre des hypothèses ou nommer des faits qui ne seront peut-être pas vérifiés. Moi, j'en sais rien. Vous savez, il y a aussi la présomption d'innocence, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, si on parle de cette histoire-là, si cette histoire-là revient un petit peu tout d'un coup sur les réseaux sociaux, il faut quand même saluer le travail de Candace Owens. Et justement, quand on s'est téléphoné, vous m'avez dit que vous étiez un petit peu en contact avec Candace. Alors, donc la théorie, ce serait que Trump lui aurait donné le dossier et que Candace serait chargée un petit peu de faire tomber Macron, si je comprends bien. Tomber Macron, j'en sais rien, mais elle m'a dit de vive voix qu'effectivement Donald Trump avait un dossier compromettant, enfin tout à fait, le FBI bien sûr, ou la CIA, je ne sais plus. D'ailleurs, elle m'a dit que ma cassette était là-bas. Je dis je vous remercie, ça m'honore beaucoup. Ma cassette d'interview. Et donc, Donald Trump lui aurait donné le dossier pour que ça puisse, je dirais, amener de l'eau à son moulin et dénoncer ce qui serait un scandale planétaire. Je pense qu'il a été parachuté au poste de président par toutes sortes de personnes qui avaient des intérêts importants, je dirais, dans l'économie française, et que finalement, le poulain, qui était soi-disant le Mozart de la finance, n'a fait que bourde sur bourde, et aujourd'hui, la France est dans un état absolument catastrophique. Et qu'ils espèrent, ou ils aimeraient bien qu'il parte, peut-être même avant la fin de son mandat, pour mettre quelqu'un d'autre, qui en principe est élu au suffrage universel, n'est-ce pas, mettre quelqu'un qui redresse un peu notre pays, notre République. Je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur. Ah oui, non, clairement. Moi, je t'ai toujours dit, vous savez, pour moi, il n'a jamais eu les épaules d'un président de la République, c'est pas vrai. Il est trop jeune, il n'est pas expérimenté. C'est pas un Dominique de Villepin, c'est pas un Philippe de Villiers, c'est même pas une Marine Le Pen. Après, on est d'accord ou pas avec leurs idées, ça n'a rien à voir. Mais ce sont des personnes qui ont des épaules solides,
qui savent de quoi ils parlent. Elles n'ont pas besoin de prompteurs, elles n'ont pas besoin de campagne de communication, d'être entourées par je ne sais quoi, une multitude de secrétaires, de journalistes, de gens qui font des sondages, mais pas du tout. Elles sont capables de but en blanc de parler de tous les dossiers de la nation, avec beaucoup de rigueur et d'à propos. Emmanuel Macron a été mis là, je ne sais pas pour quelle raison. Euh, je préfère d'ailleurs pas le savoir parce que c'est rentré dans des polémiques et dans des milieux qui sont extrêmement dangereux et peu intéressants. Ouais. Et en tout cas, à mon avis, il faut qu'il s'en aille aujourd'hui. Ah Et oui, c'est clair. peut-être que le fait de faire éclater ce dossier avec sa femme, puisqu'ils sont mariés, va être un élément qui va déclencher son départ. Vous avez dérivé sur les réseaux pédos. Je ne vais pas dire le mot en entier, YouTube n'aime pas trop ce mot-là, mais vous qui avez fréquenté un petit peu le petit Paris, est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus? Parce que c'est vrai qu'avec Chose à Macron, dire. on peut vite en venir là. Hein. Voilà, moi j'ai été présidente du PAST, donc, et je me suis occupée des prostituées. Je m'occupais beaucoup du bois C'est ça. de Boulogne, de la rue Saint-Denis, Blondel, et alors que je m'occupais de prostituées adultes, j'ai été confrontée dans des allées du bois de Vincennes, des allées adjacentes à Boulogne, Ouais. à des allées où se prostituaient des enfants. Ça a été un terrible choc pour moi. Des Waouh. enfants issus de la précarité et de la misère, qui quelque part étaient envoyés par leurs parents qui étaient dans des campements clandestins au milieu des bois, je ne sais où, pour chercher quelques billets. Et donc, les enfants étaient sur le trottoir et étaient utilisés par de sales types qui les abusaient, les martyrisaient. Donc moi, j'étais là pour essayer de remédier à ça avec l'aide de la brigade mondaine. Voilà, ça a été des années de ma vie extrêmement dures et chargées d'émotions parce que moi, je suis profondément maternelle, j'adore les enfants et de voir ce que j'ai vu, j'ai expliqué quoi exactement, ça a été très délicat. Par exemple, je voyais des gros cylindrés arriver, projeter dehors les enfants comme des poubelles ou des quantités négligeables après les avoir abusés. Je ramassais le gosse, le pantalon en bas, les en sang, plein de partout sur la figure, en état de choc traumatique. Non, c'est Voilà, vrai. voilà. Ça, c'est la prostitution. Les enfants de 10 ans, il faut bien que les gens comprennent. Hein. C'est pas dans des petits machins feutrés qui sont d'ailleurs abominablement aussi sordides, mais là, on est dans la prostitution la plus violente, la plus brutale. Vous croyez quoi? On pourra arrêter les tortionnaires, on pourra arrêter qui vous voulez. Vous croyez que les enfants ils vont briller, vous? Toute leur vie est massacrée. Toute leur vie va être traumatisante. Comment voulez-vous récupérer les choses pareilles? Bon, voilà, moi je m'occupais de ça. Pour en revenir à l'entourage d'Emmanuel Macron, la personne qui m'a ouvert la porte de cette action, ça a été un énorme casse-tête pour moi au niveau de l'ontologie, c'est Pierre Berger. Là, j'ai été prise dans un cas de conscience. Je me suis dit, il faut absolument que j'accède au terrain pour aider les enfants et que je retourne ce système grossier où des hommes profitent d'enfants contre eux et que je les livre aux autorités. Et un jour, j'ai rencontré une personne fantastique. C'était l'avènement de Nelson Mandela au Palais des Congrès pour le sida et était à la tête de la délégation américaine Sharon Stone. On s'est présenté, on a eu un coup de cœur tous les deux. Et Sharon m'a expliqué, elle m'a dit, tu sais, j'ai été amenée à passer les portes de certains producteurs d'Hollywood, sachant que ce sont des gens qui humiliaient, abusaient, martyrisaient les jeunes actrices, mais que si tu ne passais pas par là, tu ne ferais jamais une seule carrière, même pas un seul film. J'ai passé la porte en connaissance de cause et j'ai retourné le système. Et elle m'a dit, tu sais quoi, Emmanuel, parce qu'elle m'appelait Emmanuel, elle va me dire, tu vas me faire le plaisir d'aller sur le terrain, je suis là pour t'aider à l'international et tu vas me faire le plaisir de protéger les mômes et d'appréhender tous ces sales types et de les livrer aux institutions judiciaires. Seulement, le problème qui s'est posé, Kenitra, et ça, c'est vraiment quelque chose que personne ne veut dire, c'est que je me suis trouvé face à une société à double visage. C'est-à-dire que ceux qui abusent les enfants et ceux qui les martyrisent, ce sont les mêmes qui vont, pour essayer d'attirer la bienveillance du peuple français, vont, essayer de rentrer dans des œuvres humanitaires et de dire, oh mais vous voyez, on est bien, on fait des choses pour les enfants, pour les minorités qui souffrent, mais ce sont les mêmes qui vont sur le terrain les abuser. Du Hamel, j'ai quand même eu une amie à moi, Marie-France Pizier, qui a été torturée et assassinée, hein, parce qu'elle s'apprêtait à dénoncer le poteau rose. Marie Laforêt a été mise hors de cause et brutalisée parce qu'elle s'apprêtait à dénoncer le poteau rose.
Katouchanian, ma sœur, a été tuée, assassinée, torturée, jetée dans la Seine parce qu'elle s'apprêtait à révéler et de dire qu'elle et moi, on avait les preuves concrètes qu'un ministre de la Culture faisait le trafic d'enfants. Et moi, on m'a bien dit, ma chère, vous fermez votre bouche, vous y passez. Hein. Alors j'étais censé faire quoi, moi? Voilà. Et là, Carl Zéro, qui a la liste des notoires de l'État, n'a pas pu la divulguer parce qu'on l'a menacé de Ah tuer ouais, ses petits-enfants. Et il est grand-père, il n'a pas envie, il a encore envie de passer quelques années heureux avec sa famille. il l'a dit ça en public? Mais bien sûr que non, il l'a dit à moi, il l'a dit à Kate, tu m'as dit en 4-4-2. Franchement, c'est glaçant là ce que vous me dites. Moi, je m'imaginais certaines choses, mais Il vous y a une savez, l'imagination omerta, a des limites. il y a une omerta à la tête de l'État Ouais. où on court-circuite systématiquement les investigations de la police. Moi, pendant 30 ans, j'ai vu ça systématiquement. On a une police exceptionnelle de compétences, de rigueur et d'humanité. Il faut arrêter de dire des bêtises sur la police. Peut-être que dans les commissariats, il y a des gens qui ne sont pas bien fins, ok. Mais les inspecteurs d'élite, ils font un travail faramineux, fantastique. Et ils vont jusqu'au bout des choses, croyez-moi. Quand ils s'approchent d'une personnalité politique avec des preuves, ça n'est pas une illusion, ils ont des preuves. Et ils disent, voilà, nous avons les preuves que telle personne est impliquée, oulala, l'État dit comme ça. On ne va pas plus loin. On stoppe les investigations. Donc, il protège. Si M. Morandini aujourd'hui a une petite, comment on a dit, il a écopé d'une petite Oui, peine il de a été 18 mois. condamné récemment, mais il est toujours sur les plateaux télé. Hein. Et pourquoi vous croyez qu'il a une petite peine légère, vous? Parce qu'il tient tout le monde par le chantage, puisqu'il fournit les autres. C'est ça. C'est un cercle vicieux. Tout le monde sait que tout le monde fait quoi. Donc, et tout le monde dit, bah, si moi je tombe, tout le monde tombe. Attention. Un peu ce qui se passe avec P. Diddy en prison aux États-Unis, qui peut balancer, je dirais, la moitié de Hollywood. Ouais. Et celui-là, il va finir soit les pieds devant, calmé en prison, excusez-moi l'expression, soit il va balancer tout le monde et dès qu'il sera sorti, il se fera massacrer. Donc, je ne m'habitue pas sur son sort, pas du tout. Mais je vous explique comment ça se passe en France. Et vous pensez qu'il y a des liens ou pas avec le LGBTisme? Mais bien évidemment. Pas avec le LGBT, parce que tous les homosexuels ou les homosexuels masculins ne sont pas du tout d'accord avec ça. Oui. Ils sont C'est en plus train le d'ailleurs. lobby. Ouais. Il y a quelques militants, dont beaucoup de personnes transgenres, qui sont derrière tout ça pour essayer justement d'infiltrer l'accession et de faciliter l'accession aux enfants. Ce sont des personnes absolument sordides et très dangereuses. Mais je répète, vous avez toutes sortes de personnes homosexuelles qui sont très correctes et qui sont en train de voir leurs droits récusés, reculer, alors qu'ils se battent depuis des années pour ça. Et aussi, l'homophobie remonte, il y a des agressions partout. Mais tous les homosexuels ne sont pas de mauvaises personnes. Comme toutes les transsexuels comme moi, nous ne sommes pas des mauvaises personnes. On est différentes peut-être, mais en tout cas, moi, je n'ai aucun lien avec tout ça. Et d'ailleurs, au téléphone, vous m'avez dit que vous faisiez donc beaucoup d'humanitaire, mais vous aviez aussi, vous étiez un petit peu proche de la religion chrétienne et que ça vous a servi pendant un moment aussi? Moi, je suis profondément croyante, catholique, et je n'ai pas passé une seule soirée au Bois de Boulogne sans prier la Vierge. Déjà qu'elle me protège moi, qu'elle m'aide à avoir la force de supporter ce que j'allais voir, et qu'elle me donne la bonne inspiration d'aider les petits que j'avais devant moi. Parce que si vous voulez, quand on s'occupe comme ça d'enfants prostitués ou même de travestis, qui sont des êtres humains, il ne faut pas l'oublier, attention, moi je ne suis pas là pour juger. On ne peut pas être dans l'émotion, nous-mêmes, parce que ça ne fait qu'engendrer encore plus de traumatisme. Il faut qu'on être pragmatique et avoir du recul. Donc il faut immédiatement apporter le réconfort à l'enfant, immédiatement le soigner physiologiquement, immédiatement le faire ausculter par un médecin, voir si la plainte et les constats peuvent être transmis à la police judiciaire pour que la police ou immédiatement ouvre une enquête et ferme ou du moins contrôle ces lieux de prostitution. C'était devant le Précatlan ou derrière l'ambassade de Russie. Précatlan, c'est au Bois de Boulogne. Donc moi, je ne pouvais pas être dans l'émotion. Il fallait que je sois forte. Et moi, je suis évidemment une personne qui a une certaine puissance psychologique, mais je ne suis pas non plus irremplaçable. Donc, je demandais l'aide à la Vierge de m'aider. Et elle l'a fait. Dans cette obscurité, à être leur lumière et à pouvoir apporter à ses enfants la lumière. Et alors justement, ces élites-là que vous avez parlé récemment, là,
ces élites pédos, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a un rapport peut-être avec le satanisme ou peut-être même la franc-maçonnerie? Il y a des rumeurs voilà, qui disent que c'est des gens qui vénèrent. Candace en parle dans son dernier épisode. Elle dit que voilà, c'est des gens qui vénèrent Satan, quoi, qui vénèrent l'obscur, le mal. Vous savez, quand des êtres adultes s'attaquent à des enfants, on ne va pas tourner autour du pot. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas l'œuvre de Satan et du mal. Hein? L'enfant, il est vulnérable, il est innocent, il n'est pas capable d'appréhender mentalement les choses, de se défendre, de comprendre. L'enfant, il va subir le martyre sans pouvoir répondre. Alors, comment un adulte peut faire ça? Ça, c'est pas l'œuvre du diable? Eh bien, si. Et là, le mal est en train de prendre comment dire, le devant par rapport à ce que les gens feraient du bien, malheureusement. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à faire du bien, attention. Mais là, c'est satanique. Quant à la franc-maçonnerie, ils protègent tous les alors quoi? Alors quoi, Kentra? Pourquoi ils protègent des expliquez-moi. Hein? Alors c'est toujours pareil. Tous les francs-maçons ne sont pas du tout. Hein? Il faut arrêter avec ça. Et pourquoi est-ce qu'on protège des êtres comme ça? Moi, vous savez, j'ai travaillé longtemps comme artiste, mais dans l'ombre. J'étais une artiste, je faisais des effeuillages dans les clubs à Pigalle, etc., dans les endroits un peu chauds comme ça. Et à l'époque, tous ces endroits-là étaient tenus par la mafia, par le milieu, parce que c'est eux qui étaient propriétaires. Chez les gangsters, on fait des choses qui ne sont pas forcément légales. Mais par contre, il y a une seule chose qu'on ne fait pas, c'est toucher l'enfant. Si quelqu'un de leur milieu touche un enfant, sourire, vous avez compris, c'est terminé. Il est cané, on le retrouve allongé, c'est fini. Il y a un code d'honneur. Mais chez les autres, il n'y a pas de code d'honneur. On s'attaque aux plus faibles, aux plus fragiles. Il n'y a plus de morale, ouais, c'est ça. Il n'y a plus qu'une morale, plus de sacré. Il y a une escalade dans le vice, dans la perversité qui est sans fin. Bah écoutez Alexandra, pour finir cette interview, est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde ou est-ce qu'il y a peut-être un message que vous voulez passer pour en profiter, peut-être avec les auditeurs qui nous regardent Bah déjà, je vais saluer vos auditeurs qui ont l'air d'être des gens sensés et très sympathiques. J'ai envie de vous dire, il ne faut pas trop donner d'importance à l'affaire Brigitte Macron. La justice, j'espère, fera son travail, je l'espère, parce qu'on peut acheter aussi des magistrats, ça existe, hein, on est bien d'accord. C'est ce qui s'est passé pour, malheureusement, cette pauvre Natacha Ray. Le président a placé des procureurs et des juges qui lui étaient sympathiques, et en tout cas, qui étaient dans son camp à lui, pour matraquer ces deux dames, qui avaient raison pourtant. Bon, donc je veux dire, tout ça, je pense qu'il faut plutôt aller sur le terrain de demander, reprendre le contrôle de notre République, reprendre le contrôle de nos institutions et mettre toutes ces cliques à mal en disant maintenant ça suffit, nous sommes le peuple français. Tout le monde va descendre dans la rue, tout le monde comme un vrai peuple qui veut aller vers une victoire en disant nous voulons reprendre le contrôle de notre République pour nos enfants et nos petits-enfants qui sont les générations de demain et que toutes ces sales types ou ces sales ces dames de peu de foi soient mis hors d'état de nuire et de cause et qu'on remette en place un système qui soit, je dirais, juste, cohérent et en tout cas respectueux de nos valeurs.